bienvenue à tous ceux qui ont la possibilité, malgré tout, en ce premier jour de confinement, d'assister en direct à cette discussion sur le thème Covid, une révolution pour les missions et les rôles des professeurs au XXIe siècle. Nous avons le plaisir pour cela d'accueillir un panel de conférenciers de haut niveau, avec Madame Ange Ansour, qui est cofondatrice et directrice des Aventuriers, Monsieur Patrick Rayou, qui est professeur de sciences de l'éducation à l'Université Paris 8, et Monsieur Saliou Sall, qui est coordonnateur de programme à l'UNESCO et qui aura la possibilité de nous expliquer plus en détail la nature de ce programme. Alors, originairement, ce webinaire avait plutôt la vocation d'être conclusif et prospectif par rapport à une série de webinaires que nous avions organisés jusque-là, qui étaient destinés à tirer diverses leçons du premier confinement et des débuts de la crise du Covid, avec une dimension maintenant plus générale d'étudier un certain nombre d'expérimentations qui avaient été faites, de transformations qui avaient été faites, et de la manière dont elles pourraient être pérennisées dans le temps ou pas. Évidemment, nous sommes dans des circonstances assez spéciales puisque le confinement recommence aujourd'hui, donc nous ne pouvons pas ne pas en tenir compte, donc nous essaierons d'intégrer cette dimension-là en évoquant aussi un certain nombre de choses un peu concrètes qui peuvent être directement mises à profit dans le contexte de ce nouveau confinement et dans le contexte du travail difficile des professeurs actuellement. Donc, ce que nous allons faire, nous allons organiser la discussion des conférenciers en 3 grands points. Nous voulons évoquer 3 grandes questions. La première question, c'est la poussée numérique qui a été liée à la crise du Covid, confinement et leurs conséquences. Les évolutions dans le rôle de la classe et des manières d'articuler le travail collectif des enseignements, entre travail collectif et travail individualisé, et l'évolution plus générale entre les professeurs et les autres acteurs de la communauté éducative, et notamment les parents, en regardant à chaque fois un certain nombre de dimensions. Comment le Covid a-t-il changé la donne? Ces évolutions sont-elles durables? Quels sont les impacts sur les missions et les rôles des enseignants au XXIe siècle? Et comment conforter leurs effets positifs et atténuer leurs potentiels effets négatifs? Alors, avant de rentrer dans le détail des 3 sujets pour lesquels à chaque fois les intervenants pourront s'exprimer, je vais, pour des considérations introductives, donner pour 4 à 5 minutes la parole à Monsieur Sall de l'UNESCO, donc qui va un peu nous expliquer plus précisément sa vision des évolutions générales des missions et des rôles des professeurs au XXIe siècle. Monsieur Sall, c'est à vous. Voilà, merci beaucoup, monsieur Florent. Merci de me donner cette opportunité. Et au nom de l'UNESCO ICBA, je voudrais vraiment exprimer toute ma gratitude aux organisateurs de cette rencontre. Donc, comme Florent l'a dit, je suis Saliou Sall. Je suis le coordinateur principal de programme à l'UNESCO ICBA. ICBA, c'est un acronyme anglais, International Institute for Capacity Building. Donc, c'est l'Institut international pour le renforcement de capacité, qui est un institut de catégorie 1 de l'UNESCO et qui est basé à Addis Abeba en Éthiopie. La mission de ICBA est de contribuer au renforcement des capacités des enseignants de tous ordres en Afrique, mais aussi des politiques enseignantes qui ont cours dans les différents pays de l'Afrique. Donc, à ce titre, nous travaillons étroitement avec les bureaux régionaux et les bureaux nationaux de l'UNESCO basés en Afrique, mais aussi avec le siège de l'UNESCO et d'autres structures qui sont basées aussi bien en Afrique qu'en dehors de l'Afrique. Pour parler du thème proprement dit, c'est-à-dire des innovations et de la poussée numérique. Allô? Je ne sais pas si on m'entend. Oui, nous vous entendons. C'est bon. Donc, la crise liée à la COVID-19, comme vous le savez, a frappé de plein fouet l'humanité entière, en général, et le système éducatif en particulier, avec comme conséquence, entre autres, ce que nous savons, des élèves et des enseignants qui sont restés en dehors de l'école, des disparités sociales qui sont exacerbées avec l'accentuation de la précarité des conditions, etc. Et cette situation oblige à se poser la question sur ce que doivent être les rôles et missions des enseignants. Mais parmi ces rôles, il y a la prise en charge, en compte, n'est-ce pas, de la technologie, puisque nous sommes obligés, les enseignants sont obligés de travailler à distance, il va falloir qu'ils adoptent, n'est-ce pas,
les innovations liées à cette technologie-là. Mais il faut constater qu'à tort ou à raison, l'enseignant est aujourd'hui considéré comme un fonctionnaire qui s'accroche à ses privilèges, à ses habitudes, et donc qui rejette les innovations. Mais la crise que nous vivons, avec sa conséquence consistant à recourir à l'enseignement à distance, a fini de nous faire constater, pour en convenir, que cette attitude réfractaire aux innovations ne saurait prospérer, surtout avec cette exigence de continuité pédagogique. C'est à ce titre que l'UNESCO-ICBA, pour parler de l'expérience que nous tentons de mettre en œuvre au niveau de l'Afrique, l'UNESCO-ICBA est donc entré en contact avec des spécialistes du numérique, parmi lesquels l'Institut international de l'UNESCO qui s'occupe des innovations technologiques. Il y a aussi d'autres instituts qui œuvrent dans ce domaine-là du numérique, comme Microsoft, comme Huawei, etc., pour voir comment développer des outils qui peuvent aider les enseignants à assurer cette continuité pédagogique dans ce temps de reconfinement ou dans ce temps de fermeture des classes. C'est ainsi que l'UNESCO-ICBA a développé, par exemple, une plateforme qu'on appelle ODTLA, Open Distance Line for Teachers in Africa, donc une plateforme ouverte à distance pour les enseignants en Afrique. Et cette plateforme est une plateforme inclusive dans la mesure où elle prend en charge les enseignants qui ont un accès de qualité à Internet, aussi bien les enseignants qui n'ont pas accès à un Internet de haute qualité, de haut débit. Ceci donc pour permettre à tout le monde, n'est-ce pas, de se retrouver dans ces différentes initiatives. Et nous avons aussi organisé, depuis le déclenchement de cette COVID, des webinaires plutôt, pour amener les différents pays africains à partager, n'est-ce pas, les dispositifs qu'ils ont mis en place pour assurer cette continuité pédagogique. Et parmi ces dispositifs, nous avons le recours aux mass médias, par exemple le recours à la télé, le recours à la radio, etc. Et les pays africains, n'est-ce pas, vraiment ont échangé par rapport à ces différentes expériences. Et ce sont des expériences qui, au finish, on a constaté que c'est des expériences qui ont été vraiment porteurs et que les pays ont adopté et adapté à leur contexte, n'est-ce pas, de pandémie. Voilà donc en guise d'introduction, n'est-ce pas, quelques idées, n'est-ce pas, que ICBA a tenté de développer, de mettre en œuvre au niveau africain, mais aussi au-delà de l'Afrique, l'UNESCO-ICBA est ouvert à certains bureaux, comme le bureau de l'Inde, par exemple, avec lequel on a organisé un webinaire pour partager des expériences par rapport à ce qui se fait en Inde, n'est-ce pas, pour pouvoir adapter ces expériences-là au contexte africain. Voilà donc en guise d'introduction ce que je pouvais dire par rapport à ces innovations-là. Maintenant, il faut dire que ces innovations, comme je l'ai dit tantôt, doivent avoir une approche inclusive qui implique donc les parents. Ça, c'est une autre question, n'est-ce pas, sur laquelle nous allons revenir plus tard lorsque la question sera abordée. Voilà en guise d'introduction ce que je pouvais dire par rapport à cette question et en guise de présentation de l'UNESCO-ICBA et de mon rôle dans cette institution. Merci beaucoup, Monsieur Sall, pour cette introduction qui nous permet aussi d'emblée d'avoir un spectre international sur ces évolutions et cette crise qui sont évidemment internationales aussi. Maintenant, pour rentrer plus en détail dans le vif un peu de nos différentes questions, je propose de faire un premier tour sur vraiment, pour analyser un peu plus la poussée du numérique liée à la Covid, pour réfléchir à la fois, a-t-elle vraiment changé la donne durablement ? Quelles sont les leçons du premier confinement pour le second, et quels seront les impacts de long terme sur les rôles et missions des enseignants. Je propose pour ça peut-être de laisser d'abord la parole à Monsieur Patrick Rayoux. Merci. Déjà, je vais commencer par critiquer un peu la notion de poussée du numérique. Voilà. Ça me fait un peu penser à la poussée des champignons, si vous voulez, sur laquelle on n'a pas grand pouvoir. Et je me dis que, bon, évidemment, c'est une métaphore, mais moi, personnellement, je ne regarderai pas les choses ainsi. Je pense qu'il y a une nécessité du numérique aujourd'hui qui s'est en effet manifestée du fait qu'il faut maintenir une sorte de continuité. Alors, on pourra revenir sur cette question de continuité. Et pour moi, le numérique, l'utilisation massive du numérique aujourd'hui, elle est surtout révélatrice des questions de la continuité pédagogique qui se posaient bien avant la crise
sanitaire de la Covid, et qui est notamment tout ce qui se passe entre ce que fait l'élève dans la classe, ce qu'il fait à l'extérieur, qui est supposé une continuité, y compris avec la collaboration des familles. Et quand on fait des recherches de terrain, on se rend compte que ça ne marche pas forcément toujours comme ça. Beaucoup d'élèves ne vivent pas ça comme une continuité, mais comme des moments séparés. Et des moments dans lesquels le travail dit à la maison, le travail personnel, n'enrichit pas forcément le travail de la classe et vice-versa, et dans lequel les parents ne sont pas forcément inclus, hein, comme vous l'avez très justement dit, monsieur Salle, mais sont souvent très déconnectés au sens non informatique du terme de ce qu'il y a à faire et de comment aider à le faire. Donc pour moi, ce moment numérique-là a une valeur de ce que les ethnographes appellent parfois des incidents clés, c'est-à-dire quelque chose de contingent qui arrive dans un monde qui fonctionne et qui révèle des dysfonctionnements auxquels on n'était pas très attentif. Donc plutôt que de dire, voilà, je dirais crise du numérique, parce que à la fois ça montre des dysfonctionnements, mais en même temps c'est sans doute plein de potentialités. Et ce qui nous intéresse à nous, je crois qu'ils sommes des optimistes de l'éducation, c'est de regarder ce qu'on peut faire avec ça, ce que ça révèle de caractéristiques, de caractères négatifs, et d'autres au contraire qui sont porteurs de solutions, y compris inclusives, hein, puisque c'est une des thématiques de nos échanges. Je crois, mais ce n'est pas vraiment une nouveauté, qu'il faudrait éviter de présenter aussi l'outil numérique comme l'outil qui va répondre à toutes les questions éducatives qui se posent à l'humanité aujourd'hui. C'est un outil parmi d'autres, avec, comme tous les outils, des avantages et des inconvénients, mais qui surtout nous appelle à savoir ce qu'il faut faire avec, pourquoi on l'utilise et comment on va le faire. Je verrai en termes de durabilité 3 points que je peux évoquer assez rapidement, parce qu'en effet, les enseignants ont fait, certains contre mauvaise fortune, bon cœur, se sont résolus à utiliser le numérique auquel ils résistaient un peu jusque-là. La question est de savoir si c'est un palliatif ou momentané, ou si au contraire, on va découvrir des utilisations qui peuvent véritablement contribuer à ce que le métier d'enseignant soit mieux assumé et que les élèves apprennent mieux dans de meilleures conditions. Je vois d'abord, pour garantir une durabilité, des aspects techniques, hein, tout bête. Beaucoup d'enseignants se sont trouvés confrontés, et les familles encore plus qu'eux, à des problèmes de connexion, à des problèmes de compatibilité, d'application, de logiciels, de plateformes, de matériel, auxquels ils n'étaient pas préparés, auxquels d'ailleurs le système n'est pas préparé. Vous savez comme moi que beaucoup de gens dans le monde éducatif ont dû recourir à des plateformes privées, alors qu'ils n'y étaient pas du tout favorables et que même ce n'était pas forcément recommandé, voire c'était interdit, parce que le système public ne garantit pas aujourd'hui une fiabilité, une solidité de ces choses-là. Donc là, il y a des questions techniques à résoudre pour que les gens puissent être véritablement connectés, équipés. Quand on fait des entretiens avec les familles, nous en avons fait beaucoup pendant cette période-là, on se rend compte que dans beaucoup de familles, de milieux modestes, on n'a en réalité que des téléphones, et être capable de travailler avec des téléphones, de recevoir les cours, de photographier les devoirs, de les envoyer, de les recevoir, ce sont de véritables galères. Il y a des familles dans lesquelles il y a un ordinateur pour tout le monde, quand il y en a un, les parents sont en télétravail, ils se lèvent très tôt le matin pour pouvoir libérer l'ordinateur pour les familles l'après-midi. Donc, sans vouloir en rajouter de manière indéfinie en la matière, il y a des questions techniques qu'il faudra résoudre pour que ce soit durable, parce que les gens se fatiguent vite de cette grande difficulté à communiquer. Et il n'y a pas que dans les pays africains où on peut avoir des difficultés. Je vous assure que dans la périphérie parisienne, beaucoup de familles sont vraiment démunies en termes de connexion. Le deuxième aspect, je dirais, c'est un aspect qui est pédagogique et didactique. À savoir qu'utiliser le numérique, ce n'est pas juste faire avec le numérique ce qu'on faisait de la même manière autrefois sans le numérique. Il y a, comme vous le savez, des problèmes, des questions de scénarisation des cours auxquels il faut former les enseignants. Beaucoup d'enseignants au début de premier confinement, je ne sais pas si ça va être la même chose maintenant, mais ont envoyé massivement du travail à faire aux élèves, plongeant les élèves et les familles dans un état d'inquiétude important, tellement ce qu'ils donnaient était massif. Il faut apprendre à pédagogiser tout ça, à le scénariser. Ça n'est pas le numérique éducatif, c'est pas click and collect. On va pas faire des commandes et passer au magasin chercher la totalité pour le mettre au réfrigérateur. Il y a un travail de digestion, de préparation qui est tout à fait important. Et les enseignants qui s'étaient déjà formés eux-mêmes par le biais d'associations, je pense à Inversons la classe en France, ont été du jour au lendemain très, très aptes à faire face. Beaucoup d'autres, et qui étaient réticents et tout simplement même ignorants de ce qu'on pouvait faire avec, évidemment, ont plus de difficultés. Le troisième point qui boucle avec celui-ci, pour moi, et qui, je crois, répond à vos questions, c'est la question de la formation.
Je crois qu'il faudrait introduire beaucoup plus dans les moments de la formation, initiale et continue, hein, des sensibilisations, des formations à ce que ça suppose de travailler avec le numérique, avec l'idée qu'il y a des ingénieries pédagogiques qui sont spécifiques, qui sont vraiment particulières, qu'on ne peut pas inventer, pour lesquelles il y a déjà des gens qui ont capitalisé des choses, qui serait tout à fait dommage de ne pas les en informer. Moi, j'ai vu des choses qui sont, je pense, un logiciel en lecture littéraire qui s'appelle Glose, hein, pour lequel un membre de notre équipe a fait un petit travail. On voit que le même logiciel qui permet de faire que les élèves lisent des textes, les raturent, les annotent, confrontent leur lecture des textes, etc., sont utilisés par des enseignants de manière tout à fait créative et adaptée, mais par d'autres sur le modèle du cours dialogué classique qui rajoute un peu à la difficulté, à la surcharge des élèves. Donc là, je crois qu'il y a un effort de formation important. Ce n'est pas juste un outil qui peut se substituer à un autre, c'est un outil qui suppose une autre intégration dans un plan de formation générale et dans un plan d'éducation générale pour ces élèves. Donc, ces trois caractéristiques, techniques, pédagogiques, didactiques et de formation, me paraissent être les moments par lesquels il faut passer si on veut que ce qui est un palliatif momentané devienne un outil important, correspondant à l'éducation de notre temps, qui n'est pas une panacée, mais dont des aspects intéressants peuvent être intégrés dans les finalités éducatives qui sont les nôtres. Merci beaucoup, Monsieur Rayou. Donc, ouais, crise vraiment à prendre au sens grec dans ce cas, comme révélateur, Tout à fait, une tout loupe à fait. qui met vraiment qui a un effet Absolument. loupe sur un certain nombre de questions plus systémiques, plus profondes. Madame Angensour, je vais vous laisser la parole, il me semble, pour nous dire sur des choses assez similaires. Oui, merci Patrick, parce que c'est absolument dans la continuité. Alors effectivement, moi j'ai du mal avec le terme numérique, parce que je pense qu'il n'existe pas quelque chose qui s'appelle le numérique. C'est un substantif qui est propre à la langue française. Dans les autres langues, on l'utilise uniquement comme adjectif accolé à des pratiques, des usages, des instruments, une industrie, peu importe. Donc, quand on parle du numérique éducatif, il faut voir quel acteur en parle. Est-ce que je parle des terminaux, des objets qui sont les écrans, les téléphones portables? Est-ce que je parle des pratiques culturelles? Est-ce que je parle des pratiques de socialisation? Enfin, donc, du coup, je ne peux pas dire que fait le Covid ou la Covid au numérique. J'en sais rien parce que le numérique, il n'existe pas. Donc, je m'interrogerai plutôt en d'autres termes, donc je segmenterai plutôt ce qu'il fait par rapport au numérique. Alors, Patrick, nous avons suivi l'enquête de ton ancien thésard, Filippo Pirone, et son collègue Romain Delès, auquel Salention était associé, sur la grande enquête auprès des enseignants et des parents sur les effets du confinement. Et une chose était claire, on revient, la pandémie, la crise sanitaire, exacerbe, révèle, met en exergue, nous impose de voir, mais ne change pas la donne fondamentalement. Elle va changer la donne quantitativement, mais pas dans les mécanismes et la structure. En quel sens quantitativement? Et c'est là on va revenir au numérique. Oui, l'école s'est faite plus ou moins bien, à la perfection, mal, à distance. Donc, le rôle technologique des supports matériels du numérique, ils ont pris une place primordiale. Il fallait des Zooms, il fallait des mails, il fallait des ordinateurs, etc. Est-ce que le numérique éducatif en tant que pratique pédagogique a évolué? Il est trop tôt de le dire, nous n'avons pas assez de données. Nous avons des témoignages, des remontées de terrain, d'expériences, mais ce n'est pas encore conclusif. Même voilà. Beaucoup d'universités, notamment l'université de Mons en Belgique, a mené une grande enquête auprès des enseignants sur la pratique numérique. Filippo Pirone et Romain Delès également, mais ils n'ont pas encore fini de dépouiller les résultats. Personne n'a fini vraiment de dépouiller les résultats. Mais les premières données que je peux vous donner, ce qui a vraiment eu comme changement, donc à part cette augmentation quantitative des usages, je dis usages et pas pratique, les gens ne se sont pas appropriés, c'est vraiment la formation des enseignants. On n'avait pas le choix, même ceux qui étaient numérico-sceptiques, ils n'avaient plus le choix. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Pareil, ils se sont appuyés sur ce qu'ils étaient au départ. En temps de crise, on ne fait que mobiliser ce qu'on a au départ, on ne va pas en réinventer tout de A à Z. En revanche, sous le radar, à bas bruit, il y a eu énormément d'auto-formation. Les institutions ont mis en place des webinars, des formations. Les DAN en France ont fait dans chaque académie un travail incroyable pour accompagner dans l'urgence les collègues, mais également un autre travail qu'on ne voit pas entre les équipes.
Même, on sait bien qu'en France, les enseignants ont une réputation de professeurs individualistes. C'est ce qu'on appelle une profession libérale avec un salaire à la fin du mois. Là, c'était le contraire. Et il y a eu des enseignants, on a eu énormément de descriptions d'enseignants qui disaient « J'étais devenu le référent dans mon établissement. On m'appelait, je les accompagnais au téléphone. Alors, tu ouvres ton mail comme ça, tu mets la pièce jointe comme ça, tu te connectes sur Zoom comme ça, si Zoom ne fonctionne pas, tu fais ça. » Il y a eu un effort de éco-formation dans les établissements entre les collègues incroyable. En ligne, moi qui suis très présente auprès des réseaux sociaux, auprès des collègues sur le terrain, on s'est échangé dans la pure tradition de la salle des maîtres, astuces, moyens de détourner, ça a marché dans le vrai savoir-faire un peu d'urgence. Donc, un vrai effort de formation. Je ne sais pas quelle sera sa durabilité parce que ça implique des changements. En revanche, on est revenu sur des présupposés et des préjugés. Je pense que énormément de collègues aujourd'hui ne diront plus jamais le numérique, mais ils comprendront la différence entre support numérique, terminaux, une industrie, des pratiques, des usages. Voilà, donc ça, je reviens. Deuxième question par rapport aux missions, au rôle des enseignants. Je pense que voilà, on voit que cette formation, cette immersion qui a été massive, protéiforme, parfois improvisée, parfois très, très maîtrisée, parce que les enseignants le faisaient déjà, a un peu ouvert les frontières de la classe. Les collègues faisaient des appels, des mails, des Zooms dans les familles des enfants, dans les foyers. En général, l'école française est surtout construite sur une nette séparation. Et pourquoi c'était intéressant, ça, c'est qu'on s'est rendu compte que les enfants, notamment les adolescents, vivaient les pratiques numériques très fortement. C'est-à-dire qu'on savait que les enseignants utilisaient beaucoup de numérique pour préparer les cours, etc., mais pas pour entre eux. Et là, ils ont découvert des gamins à l'aise sur Discord, des gamins qui étaient dans la culture numérique au sens de usage. Et ils se sont rendus compte que c'était un appui, parce que, comme tu disais, Patrick, tout à l'heure, ces outils privés, ils étaient à l'aise dedans, les enfants. Donc voilà, je pense qu'on ne reviendra pas là-dessus, au sens où les enseignants s'empareront désormais de ce qui fait l'alpha et l'oméga des jeunes qui nous sont confiés, qui sont nés depuis les années 2000, c'est leur monde, point barre. Ils ne connaissent pas un autre, il n'existe pas un autre. Dire le monde numérique vous signe déjà comme appartenant à une génération antédiluvienne. Le monde numérique, ils ne l'utilisent pas, c'est le monde. Je finirai sur ce mot-là. Rappelez-vous, le premier appareil photo, on les qualifiait appareil photo numérique, et le mot appareil photo tout seul, sans adjectif, était la norme. Aujourd'hui, le mot appareil photo, c'est l'appareil photo numérique. Et quand on veut qualifier quelque chose, on dit argentique, on n'utilisait jamais le mot argentique. Et je pense qu'utiliser le mot numérique aujourd'hui nous signe comme étant nés avant 2000, tout simplement. Je pense que les enseignants s'en sont rendus compte. Voilà, ils se sont rendus compte que la conversion numérique de la société a déjà eu lieu et que le rôle de l'école et la mission de l'école, c'est aujourd'hui de s'en emparer de manière pédagogique, didactique, intelligente. Et ils sont capables de le faire. Merci beaucoup pour ces remarques qui en plus font déjà le lien avec les thèmes suivants. Si je retiens quelque chose de ce qui a été dit dans les deux cas, la crise a aussi eu un effet un peu de déconstruction d'évidence massive, de déconstruction à la fois d'évidence terminologique et de conception très très généralisée sur la pédagogie, sur la continuité pédagogique, pour mettre vraiment en évidence une certaine granularité, à la fois dans la conception des pratiques, dans la conception même de ce que c'est, même de la construction d'un temps d'apprentissage, d'un temps de disponibilité intellectuelle, etc. Et que ça a permis vraiment de rendre le débat beaucoup plus précis, de sortir des grandes thématiques conceptuelles assez éloignées de la réalité, finalement, ce que vous venez vraiment d'expliquer en montrant l'inanité, finalement, du terme numérique. Alors, nous allons passer plus précisément à la deuxième question, qui est de regarder vraiment plus en détail comment le concept même de classe et l'articulation entre le travail collectif, le travail individualisé pour les enseignants, pour les professeurs comme pour les élèves d'ailleurs, a été mise en avant. Alors, vous venez déjà d'en dire quelques mots et j'allais vous redonner la parole, à commencer par vous sur ça. À moi, Florian ? Ok. Donc là, en fait, par rapport à l'ouverture des établissements, c'est quand même ce qui est sous-entendu sur le travail collectif des enseignants individualisés. Je pense que, en fait, pareil, la crise n'a fait que révéler ce qui existe déjà avant. Donc, une sorte de... Les enseignants ont toujours collaboré. Alors, sur des objets plus ou moins pédagogiques, si vous regardez vous allez dans une école élémentaire, par exemple, un énorme temps
est accordé à des choses qui sont de l'ordre de la gestion de l'établissement. Qui va faire tel décloisonnement, comment on va accueillir tel élève, quel manuel on va commander, etc. Donc, beaucoup d'échanges sont faits sur des objets à faible valeur ajoutée pédagogique, si j'ose dire, mais qui sont absolument nécessaires pour la bonne marche. Le Covid a reproduit ça. Il y a eu beaucoup d'échanges entre les collègues et beaucoup de formations autour des objets. Comment je fais fonctionner telle application, comment je fais si le NT plante, comment je fais pour corriger. Et il y a eu aussi des questions pédagogiques. Là, en fait, pour la première fois, on ne pouvait pas avoir d'implicite. C'est-à-dire que les enseignants ne pouvaient pas, la classe fonctionne, il rend sa feuille, etc. On ne pouvait pas le savoir. Là, ça se passait autrement. Nous avons eu, avec les aventuriers, un vrai travail avec ce qu'on appelle notre réseau d'enseignants ambassadeurs. Ce sont des enseignants assez experts qui ont nourri, de par leurs remarques et de leur participation à la conception du questionnaire mené par Romain Delès et Philippe Opiron de l'Université de Bordeaux, sur qu'est-ce qu'on appelle, par exemple, le cas du décrochage scolaire. Ce terme utilisé comme étant uniforme, décrochage scolaire, mais on n'en sait rien. Est-ce qu'un enfant, un adolescent qui rend ses devoirs systématiquement, a-t-il décroché, compris, pas compris? On n'en sait rien, parce que pour le ministère, il n'est pas décrocheur. Il a toujours rendu les devoirs dans le dossier numérique ou par mail. Donc, il y a eu une vraie réflexion sur qu'est-ce qu'ils apprennent vraiment les élèves, parce que c'est encore moins visible, parce qu'ils sont loin. Et donc, il y a eu une vraie réflexion sur la valeur ajoutée de l'intervention de l'enseignant, une vraie questionnement de ce que je reprendrai toujours la nomenclature de Anne-Marie Chartier quand elle parle des dispositifs scolaires, qu'il soit une classe, qu'il soit un manuel, qu'il soit un classeur, qu'il soit une interaction numérique. Tout dispositif, il est conçu et analysé selon 3 angles pragmatiques. Donc là, avec le numérique, c'est parfait. Quelle appli, quel Zoom, quel écran, je vais faire l'éligie, pédagogique, quel point du programme, comment je vais faire de l'ingénierie pédagogique, ça. Et là, ce qui m'intéresse, cognitif, c'est qu'est-ce que l'élève mobilise, apprend et produit, quelle que soit l'action. Il y a des élèves qui ont appris à poster un mail. C'est déjà énorme. C'était peut-être pas le but du cours de physique, mais c'était ça ce qui s'est passé pour de vrai. Donc, il y a une vraie évolution là-dessus. Sortant de zone de confort, on ne peut que se poser des questions. Et comme les collègues ont à cœur de bien faire leur métier, les bonnes questions ont été posées. Qu'est-ce qu'ils apprennent? Qu'est-ce qu'ils sont vraiment retenus? Que va-t-il se passer? Ça ne veut pas dire que ce sont des questions qui seraient transposables telles quelles à la classe si elle revenait demain à sa forme ordinaire. Néanmoins, pareil, je ne dispose pas de données suffisantes. Je ne pense pas que qui que ce soit ait des données suffisantes sur l'évolution des représentations, des conceptions de l'acte pédagogique par les enseignants aujourd'hui dessus. Mais il y a une vraie évolution, si j'ose dire, en raison du Covid, de la perception des enseignants des catégories préexistantes quant aux termes tels que décrochage scolaire, apprentissage, réussite, engagement. Je peux vous donner un exemple du chahut numérique. Il y a eu lieu beaucoup. Donc il y a eu des choses qui reproduisaient la classe, mais avec un petit pas de côté. Et qu'on était obligé d'interroger et de trouver des solutions. Donc, je m'arrêterai là sur cette question. Donc, les collègues ont beaucoup échangé dessus. Donc, individuel, collectif, mais pas très différent de ce qui se passait déjà dans une salle de maître. Échange à faible valeur ajoutée pédagogique, échange à forte valeur ajoutée pédagogique sur ces questions-là. Merci beaucoup. Donc là encore, un travail, en fait, vraiment un révélateur de précision de différents niveaux de granularité à concevoir. Monsieur Salle, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce sujet? On ne vous entend pas. Excusez-moi, mon micro était muet. Au sujet de la collaboration entre enseignants, il faut dire que cette collaboration a existé bien avant le Covid ou la Covid. Il faut dire que si je prends le cas de l'Afrique que je connais le mieux, évidemment, les enseignants ont toujours eu à collaborer à travers ce qu'on appelle des cellules d'animation pédagogique. Et dans ces cellules, on répertorie les questions les plus récurrentes auxquelles les enseignants sont confrontés. Et chaque semaine, un enseignant volontaire qui est à l'aise dans ce domaine expose ou mène une leçon et on échange, les autres enseignants échangent autour de cette question. Mais maintenant, avec la COVID, est venue la problématique des innovations, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et il faut dire que les enseignants ne s'étaient pas préparés à ça. Et on a recours à ce qu'on appelle des points focaux, c'est-à-dire des
des personnes, des enseignants que l'on forme sur l'utilisation de ces outils-là et qui, après cette formation, auront à charge de démultiplier cette formation au niveau de leurs collègues. Mais il faut dire que ce ne sont pas seulement les enseignants qui ont en charge cette formation, mais même les élèves, comme disait Madame Ange, les élèves, on trouve parmi eux certains qui sont très à l'aise dans la manipulation de ces outils-là, puisqu'ils sont nés avec ces outils. Donc, on met à profit, n'est-ce pas, ces compétences-là pour mieux mener les enseignements-apprentissages au niveau des différentes classes et des différentes écoles. Donc, cette collaboration a toujours existé, mais elle s'est renforcée avec l'apparition de la COVID. Je vous remercie. Alors, je vais maintenant me tourner vers M. Rayou avec peut-être une question. Nous avons beaucoup parlé là de collaboration entre enseignants, de la question de l'articulation de l'individualisation et du collectif. Il y a aussi l'évolution plus générale du format de classe. Enfin, on sait que la classe est née, le concept de classe est né à une certaine époque, est lié à une certaine structure, à un certain milieu social et technique. Est-ce que la crise actuelle donne aussi des lignes directrices pour une évolution de la classe et de l'articulation entre l'enseignement individualisé et collectif? Oui, je crois que pour autant qu'on le veuille, hein, on peut regarder des évidences sur lesquelles on vivait, qui remontent à loin. Par exemple, je veux dire que la classe telle qu'elle existe encore aujourd'hui nourrit un peu l'illusion que tout se déroule dans la classe. C'était vrai à une époque où, comme l'a dit Ange tout à l'heure, l'école était vraiment fermée par rapport au monde extérieur. C'était un choix politique de la République, pour des raisons qui s'expliquent historiquement de manière tout à fait parfaite, qui ne correspond plus au monde d'aujourd'hui, où l'école est devenue poreuse au monde extérieur, et d'ailleurs le monde extérieur poreux à l'école. Hein. L'école a quand même annexé une partie importante du monde. On est un des rares pays au monde où on peut faire des dictées en direct à des millions de téléspectateurs. Vu de l'étranger, ça paraît souvent une coutume un peu curieuse, surtout qu'on a en général des mauvaises notes parce qu'on cherche à beaucoup de difficultés. Donc, cette espèce d'étanchéité de la classe qui était quand même assez factice, on s'est rendu compte qu'elle n'existait plus. Dans la réalité aujourd'hui, il y a eu un moment où les objets qui étaient dans la classe étaient des objets scolaires. La balance Roberval, les images d'Épinal. On savait qu'on était à l'école aujourd'hui, sont rentrés massivement à l'école les albums de jeunesse, tout un tas d'objets du monde qu'il faut scolariser, et ça change véritablement la donne. Voilà. Pas être trop long là-dessus parce que je pourrais l'être, faites-moi confiance. La question du rapport entre le dedans et le dehors, au fond, elle a été posée à partir du moment où, avec le confinement, il y a plus de on rentre dans la synchronie, hein, ce que fait l'enseignant et ce que font les élèves ne se fait plus au même moment, et on rentre aussi dans une délocalisation. L'espace de l'apprentissage n'est pas essentiellement l'espace de la classe. Mais ce n'était pas déjà le cas. Beaucoup de choses essentielles pour la réussite à l'école se passent à l'extérieur de l'école et de la classe. Donc, si on peut prendre conscience de ça, ça serait, à mon avis, extrêmement intéressant. Et je crois qu'il faut prendre, en effet, comme vous disiez, le sens grec de crise, hein, quelque chose qui révèle un moment. Alors, on peut dire, je dirais, la crise à moitié pleine ou la crise à moitié vide, hein, selon qu'on est plus ou moins optimiste ou pessimiste. En fait, on avait déjà des expériences de ça. L'existence du Centre national d'enseignement à distance, qui a permis à des élèves porteurs de handicap ou pour des raisons X, Y ou Z de faire des études dans l'éducation nationale, mais pas dans la classe, montrait des choses un peu surprenantes. C'est que les gens qui étaient passés par le CNED disaient « J'ai eu des rapports plus individualisés avec mes enseignants que je n'avais quand j'étais dans la classe, alors même que je ne les ai jamais vus physiquement. » Parce que tout se faisait par correspondance. À l'époque, il n'y avait pas le numérique, il y avait les paquets postaux qu'on recevait avec les devoirs corrigés, les cours qu'on envoyait. Et de manière assez surprenante, mais finalement pas si extravagante que ça, le fait d'écrire à un enseignant, eh ben, on avait des nouvelles de lui, je dirais, mais on avait aussi des corrections individualisées. On avait une progression qui était plus suivie à la trace que dans le cas où vous êtes face à un collectif avec lequel vous savez qu'aujourd'hui, l'institution vous dit faites progresser tout le monde, mais néanmoins individualisé. C'est très facile à faire, sauf que personne n'y arrive. Hein. En tout cas, c'est très délicat. Là, il y a des solutions qui sont apportées par les aspects numériques de la chose et qui sont, à mon avis, de deux ordres. Le premier,
qui a été très apprécié par les parents d'élèves et les élèves, dans l'enquête que nous on a faite, qui est complémentaire d'ailleurs de Piron Deleuze, parce qu'elle s'adresse aux parents d'élèves et qu'elle est qualitative, c'est-à-dire par entretien. Les parents et les élèves me disent c'est génial. Il y a des enseignants, alors ce n'est pas immédiatement numérique, ils nous ont donné leur 06, on a pu leur poser des questions, ils ne nous ont pas laissé tomber. Ça a été un soutien extraordinaire. Et on sait quand même, par des études qui sont des recherches qui sont faites surtout sur le supérieur, où la distance a été mise en œuvre bien avant le second degré, qu'un des aspects importants pour l'enseignement à distance, c'est le fait d'entrer dans la tâche et surtout de s'y maintenir. Ça suppose des capacités d'autonomie, de prise en main de soi qui doivent être très fortes, et on voit que les étudiants qui sont le moins autonomes de ce point de vue sont ceux qui vont décrocher. On peut imaginer assez facilement que c'est pareil pour des élèves de second degré, voire du premier degré. Donc, on a vu que le travail de soutien qu'ont fait les enseignants, en particulier des professeurs principaux des classes, qui se sont véritablement emparés du rôle de professeur principal, à la fois pour se concerter avec les collègues et pour se concerter avec les familles, a été important. Le deuxième type de soutien, à mon avis, il est cette fois moins affectif, je dirais, mais plus intellectuel, parce que, vous savez comme moi, quand on fait travailler les étudiants à distance et qu'on leur envoie leur travail avec des commentaires dans les marges, qui est un travail extrêmement individualisé, et que les étudiants acceptent de lire les commentaires et de refournir une nouvelle version, eh bien, c'est ça qui fait les déblocages, c'est ça qui fait les progressions. Et là, je crois que l'épisode actuel a montré, c'est une charge pour les enseignants, il faut voir comment le répartir et comment l'organiser, mais comment ce travail d'individualisation se fait, c'est la clé véritablement de progrès individuel, parce qu'on ne peut aider les gens. Je suis intimement convaincu, et ce n'est pas une conviction métaphysique, c'est une conviction appuyée, je crois, sur des enquêtes et des faits. On ne peut aider les gens que si on les aide à travailler leurs erreurs et les difficultés qu'ils ont à effectuer les apprentissages requis. Voilà. Sinon, on peut parler, comme je le fais maintenant, de manière générale, et ça ruisselle un peu comme l'eau sur les plumes du canard. Le dernier aspect que je voudrais souligner, c'est que la grande difficulté, elle est plutôt dans ce qui fait classe, parce qu'on peut déchronologiser ou déspatialiser tout ce qu'on veut. On peut penser néanmoins que quand il y a un collectif de travail en présentiel, eh ben, ça fait aussi avancer les choses. Voilà pourquoi en général les études, les enquêtes, les recherches, elles concluent sur le fait que les enseignements les meilleurs, c'est des enseignements hybrides dans lesquels vous avez des alternances dans des moments où les gens sont ensemble parce qu'il y a du remue-ménage. Vous voyez vous-même quand on fait des conférences par Zoom ou autre, on atteint des limites et qu'il faut être créatif, échanger dans des arrière-plans, dans le café qu'on boit ensemble, etc., etc. Or, la classe, elle est pleine de toutes ces merveilles, de toutes ces choses-là qui font la construction intellectuelle d'un commun et d'une culture commune. On peut le faire à distance. Il y a des gens extrêmement inventifs qui l'ont fait. Moi, j'ai vu des collègues inverseurs qui ont fabriqué des forums. Mais, par exemple, ils ont été, je vais arrêter avec cet exemple-là, parce qu'à mon avis, il donne à réfléchir, une enseignante de collège de français, au moment du déconfinement, se trouve avec des élèves qui sont en présentiel et d'autres qui sont en distanciel. Que faire pour que ceux qui sont en distanciel continuent à s'intéresser à ce qui se fait en classe, et que faire pour que ceux qui sont en classe s'imaginent qu'il va falloir travailler après. Voilà. Et donc, elle a imaginé qu'il y avait un groupe d'élèves en présentiel qui étaient des metteurs en scène et qui inventaient des scènes à exécuter par des acteurs qui étaient eux en distanciel. Les acteurs faisaient des vidéos dans lesquelles ils montraient le produit de leur travail qui revenait devant le metteur en scène. Je trouve que là, il y a des ingénieries pédagogiques extrêmement inventives qui essaient de continuer à maintenir ce lien, mais évidemment, ça, c'est les solutions de confinement. On espère qu'on n'y sera pas voué pour l'éternité et qu'on aura ces moments d'harmonie et d'équilibre heureux entre des phases de présence dans lesquelles il y a un certain nombre de choses qui se font et des phases à distance dans lesquelles il y a un autre nombre de choses qui se font, et tout ça étant, je crois, complémentaire. Merci beaucoup. Si vous me permettez juste de rebondir un peu, Monsieur José Puig, donc, qui est responsable des questions éducation à la délégation interministérielle autisme, vous avez dit lui-même que deux des enseignements de la crise, du premier confinement, c'était d'une part la nécessité de concevoir vraiment l'explicitation, et de concevoir l'explicitation autrement que l'explicitation simplement en présentiel, et deuxièmement, qu'il fallait réfléchir aussi à ce que c'était que la segmentation vraiment des dispositions d'esprit, et c'était pas que la classe était une certaine manière, physique était une certaine manière de concevoir la segmentation des temps, mais que là, on s'était vraiment rendu compte que l'idée
quels sont les temps de transition de disposition personnelle des élèves qui les met vraiment en position d'apprendre, de retenir ce qu'on leur dit. Donc il y avait vraiment une réflexion un peu sur les fondamentaux encore, non plus sur ce qui se passe en classe, mais pourquoi est-ce qu'on a institué la classe. Et si je résume un peu ce qui a été dit là, le collectif, le présentiel, c'est quelque chose de très, très important. Ensuite, doit-il toujours prendre la forme de la classe? Pour ça, il faut aussi réfléchir à toutes les raisons qui sont à la fois historiques, qui sont même qui sont aussi liées à certains principes pour lesquels la classe a été conçue comme ça. Ce qui permet aussi de faire une transition avec le troisième thème, qui est les relations des enseignants et des professeurs avec les autres parties prenantes, qui est un thème d'autant plus brûlant qu'à la fois, il y a toutes les questions des relations directes, individuelles, qui de nouveau vont se développer avec le nouveau confinement, et en même temps, il y a l'autre versant, comme on le sait, avec la peur de plus en plus grande d'intervention et dans l'école, d'intervenants extérieurs, de la manière dont les parents ou autres, parfois de manière dramatique, viennent intervenir sur le contenu des enseignements. Donc, je vais immédiatement vous redonner la parole sur ça, pour un peu réfléchir sur la manière dont la crise de la Covid, et puis tout ce qui se passe actuellement aussi, nous permet de réfléchir aux manières, aux différentes façons, d'une part, de revoir le dialogue entre professeurs et parents, et puis tout le reste des intervenants. Il va y avoir les AESH, il va y avoir des interventions scientifiques, il va y avoir des psychologues. Enfin, beaucoup de gens, beaucoup de nouveaux professionnels sont amenés d'une manière ou d'une autre à interagir avec l'école, les parents sont amenés à interagir avec l'école, et en même temps, il y a un besoin aussi de préserver une vraie autonomie et de protéger l'autonomie et la liberté pédagogique des enseignants de manière forte. Ben oui, alors interrompez-moi si je suis trop long, hein, parce que vous posez des questions tellement essentielles que voilà, on voudrait faire un colloque entier là-dessus. Le premier point, je crois, enfin, j'ai toujours la même manière d'appréhender ça, c'est que le grand intérêt de la période, c'est de nous faire réfléchir sur, au fond, quelle est la complémentarité des rôles éducatifs entre les enseignants et les parents. Je crois que de manière un peu désinvolte, à partir des années 90, on s'est mis à faire des parents, et de tous les parents, les partenaires de l'école et les partenaires des apprentissages. C'est un très beau projet. C'est aussi une très grande mise à l'épreuve de beaucoup de familles, de milieux populaires en particulier. Il se trouve que c'est surtout mon terrain d'investigation, qui se trouvent très démunis, qui ne sont pas du tout démotivés, pas du tout abandonneuses de leurs enfants, comme on le dit parfois de manière un peu malveillante, qui sont surtout désorientées par le rôle qu'elles doivent tenir. Elles sont parfois, quand elles n'ont pas fait elles-mêmes, quand elles n'ont pas eu un niveau d'études important, elles sont parfois, les parents sont amenés à perdre la face devant des enfants. Que pense un enfant de 11 ans quand ses parents ne sont pas capables de résoudre un exercice de mathématiques de début de collège? Et ça pose des questions quand même assez redoutables auxquelles on ne pense pas quand on dit aux parents, voilà, vous n'avez qu'à aider vos enfants à accompagner la scolarité. Alors, la contrepartie de ça, c'est qu'il ne faudrait pas imaginer non plus que les parents n'ont aucun rôle éducatif à jouer. Le fait d'assurer un cadre de travail, de faire en sorte qu'on débranche des écrans au moment où ils sont pas importants pour la tâche qu'il y a à faire, de couper les téléphones, etc., de garantir un milieu d'études, toutes sortes de choses, y compris même d'aider à des tâches intellectuelles. Tout ça, c'est tout à fait important, mais il faudrait réfléchir à la spécificité. Et à mon avis, la période actuelle pose en plein cette question-là. En quoi peut-on aider les enfants quand tout arrive par pronote, quand tout arrive par des fichiers joints, etc. Alors, et pour en venir, on voit des parents, par exemple, qui pendant la crise, le premier confinement, mais ça risque de recommencer en second, on leur a conseillé la télévision éducative. On leur a dit, regardez TV4 avec vos enfants. On a interviewé beaucoup de parents qui n'avaient jamais regardé une émission télévisée avec leurs enfants, tout simplement. Il n'y a pas de pratique familiale, alors que dans d'autres, les familles d'enseignants en particulier, je parle en connaissance de cause, il y a ce qu'on appelle une pédagogisation de la vie quotidienne, dans laquelle le moindre élément de la vie quotidienne est un objet dont se saisissent de manière extrêmement habile les parents pour former leurs enfants au code scolaire. On va regarder
même le bulletin météo, si vous voulez, et on va pouvoir en tirer un certain nombre d'éléments qui vont rentrer dans la culture générale, qui va être extrêmement utile à l'école et pour former sa vie, tout simplement. Donc, ça, c'est des choses qui ne s'improvisent pas du jour au lendemain, et j'espère que la période actuelle est un moment favorable pour réfléchir aux apports spécifiques des uns et des autres et aux complémentarités des uns et des autres. Alors, comment est-ce qu'on peut créer cette complémentarité? Sans doute en faisant que l'école soit moins fermée aux parents qu'elle ne l'est, parce qu'elle l'est. Parfois, l'école dit aux parents de venir, mais ils ne viennent pas, et notamment ceux qui auraient le plus besoin et intérêt d'y venir, par complexe d'infériorité, pourrait-on dire, par crainte de revenir sur le lieu où ils ont même échoué. Enfin, il y a des tas de raisons qu'on connaît bien et qu'on peut évoquer. Moi, j'ai eu en entretien des parents qui avaient pu assister à des classes virtuelles. Et ben, ils étaient extrêmement contents, heureux de l'avoir fait, parce que ce n'était pas intrusif de leur part. Alors, encore fallait-il que les enseignants soient au courant. Et ils étaient tout à fait heureux de ne pas être à la périphérie de la classe avec les devoirs à faire au dernier moment, etc., dans des conditions de contraintes qu'ils n'aiment pas. Je conduis avec des collègues une recherche qui s'appelle « Classe ouverte aux parents », dans lequel on permet aux parents qui le souhaitent et aux enseignants qui le souhaitent de venir assister à des cours en nature, en vraie grandeur, je dirais, avec entretien en amont et à l'aval. Et un des résultats de ce travail qu'on est en train d'analyser, c'est que le point de vue des enseignants et le point de vue des parents changent à la fin de ces séquences. C'est-à-dire que et surtout les parents voient ce que c'est le métier d'enseignant et au lieu d'être intrusifs et dépréciatifs de ce travail, ils sont plutôt admiratifs, comme ils l'ont été d'ailleurs du rôle des enseignants pendant le premier confinement. J'imaginais pas que c'était aussi difficile. J'ai qu'un enfant, je vois ce que c'est d'en avoir 30, c'est pas du tout la même histoire. Alors je pense qu'en Afrique, où les classes sont parfois 50 ou 60, on est dans un ordre de grandeur encore d'une autre nature et qui horrifierait les enseignants français. Mais véritablement, c'est des moments dans lesquels, au lieu d'opposer un mode d'éducation à un autre, on rentre dans le point de vue de l'autre. Et je pense que cette crise-là, elle est un moment privilégié qu'il ne faut surtout pas perdre de vue pour qu'on apprenne comment être éducateur de part et d'autre et quelles sont les difficultés qu'on rencontre les autres pour les mettre sur la table et essayer d'aider à les dépasser, parce que je crois qu'il y a vraiment beaucoup de moyens d'arriver à les dépasser. Merci beaucoup. Et on voit à quel point la question est difficile et encore une fois à quel point on doit avoir, c'est une question massive qui doit peut-être être fragmentée. D'une part, les difficultés que les parents, par exemple, d'enfants en situation de handicap peuvent avoir, alors que dans ces situations-là, une certaine coéducation est nécessaire, et en même temps, de l'autre côté, les volontés d'intervention de plus en plus fortes sur les contenus, alors sans aller sur les questions idéologiques ou de terrorisme, même sur la contestation permanente des évaluations et des notes. Donc il y aura vraiment un équilibre à trouver. Alors je me permets de me tourner vers Ange Ansour, d'autant qu'avec le travail des Saventuriers, elle est un peu aux premières loges sur des types d'expérimentations réussies avec la communauté scientifique et les professeurs. Oui, effectivement, donc Patrick a parlé longuement des parents et de l'importance de rendre explicites les exigences scolaires. On peut parler aussi d'un concept qui est assez classique à l'école française comme ailleurs, c'est comment mobiliser des acteurs qui sont autour de l'école pour l'école, au service de l'école. Je me contenterai, je vais parler dans toute la littérature qui est sur ce sujet, qui est vrai, mais juste vous donner un témoignage, parce que je pense que c'est important aussi de donner à voir comment ça se passe pour de vrai. C'est rendu à l'école de la recherche depuis 2013. Nous faisons... voilà, nous développons un modèle pédagogique expérimental qui s'appelle l'éducation par la recherche, et il s'incarne entre autres dans un type d'intervention qui sont les projets Saventuriers dans les classes, qui n'est pas exclusif, hein, mais c'est un type qui pourrait vous intéresser aujourd'hui, grâce auquel parfois des scientifiques, qu'ils soient étudiants, chercheurs, accompagnent une classe dans le montage d'un projet. Un projet qui s'inspire des enjeux et méthodes de la recherche. Ça ne veut pas dire que les élèves vont produire des nouveaux résultats, ou on va singer la vie de laboratoire, ou je ne sais pas quoi. Mais notre objectif, c'est vraiment, et là ça va rejoindre la préoccupation de comment faire s'approprier la culture scolaire à des enfants, c'est aller passer de l'autre côté des coulisses. J'ai un manuel, allez hop, j'ai un manuel, l'enfant il a ce manuel, pourquoi c'est un savoir et pas simplement une information? D'où viennent ce que je lis. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de dire aux enfants, quelque part, les savoirs que vous avez, qu'ils soient dans votre manuel d'histoire-géographie, de maths, de physique, ce ne sont pas simplement une juxtaposition d'informations, sont le produit d'un travail très méthodologique qui obéit à des normes
il y a un périmètre de la preuve assez important, ce sont des savoirs stabilisés, et ce sont des chercheurs qui travaillent avec une éthique, un mode de travail particulier, et les inviter tout au cours de leur scolarité à faire cette expérience 1, 2, 3 fois. Donc, c'est vraiment dire que la place de l'école, elle s'inscrit, et votre métier d'élève, il s'inscrit dans une continuité de ce que les humains savent très bien faire, produire des savoirs, les valider et les faire circuler. Et donc, à ce titre-là, des chercheurs accompagnent les enseignants et les élèves à des moments clés de leur projet, au moment où on transforme une question naïve en une problématique, c'est-à-dire extrêmement paramétrée. Je vais varier une variable, je vais choisir tel type de méthode de recueil de données, tel type de méthode de leur interprétation, peu importe, et je vais les interpréter, et je vais les valider, et je vais les communiquer à ma communauté des savoirs qui sont les autres élèves. Et là, pendant le confinement, effectivement, des projets aussi ambitieux ont été arrêtés. Mars, voilà, on ne pouvait plus faire. Mais on a pu toujours, on s'est dit, voilà, riche de notre expérience de ce qui s'est passé. En fait, en France, on a été confinés en mars, mais il y a des pays qui ont été confinés avant. Et nous sommes présents dans de très nombreux pays de la francophonie, plus d'une dizaine de pays de la francophonie, et nous avons eu des remontées non scientifiques, bien sûr, c'est des remontées empiriques du terrain, sur la perte d'intérêt pour les élèves. C'est-à-dire que même les élèves qui sont dans des établissements français à l'étranger, donc familles privilégiées, moyens techniques très présents, donc on peut enlever, c'est-à-dire épurer, si j'ose dire, cette expérimentation de tous les biais sociaux, les gamins perdent intérêt. Parce que quel est l'intérêt de faire exercice après exercice, chez soi, seul, derrière l'écran? Et en revanche, donc on s'est dit, voilà, il y a une chose importante qui est le maintien de la motivation de l'élève. Donc on a fait travailler sur des défis. Donc toutes les semaines, un collectif d'enseignants et de chercheurs produisait des défis scientifiques que les enfants pouvaient faire seuls ou avec leur famille ou avec leurs profs. Tout ça pour dire que pour faire école, il ne faut pas que les enseignants en fait et des parents avertis, il faut tout un tas d'acteurs de l'école, comment dirais-je, pas simplement dans la classe, mais pour repenser cette institution dans notre société. Une institution dévolue à la transmission des savoirs, à la formation du citoyen, comme si c'était une citadelle toute seule. Et on voit bien là, malheureusement, avec les attentats, ce contrat un peu rompu entre l'école et l'ensemble de la société. On veut qu'elle fasse des choses, mais on ne veut pas s'impliquer. Et nous, on se dit, pour faire école, pour que ça réussisse, il faut que tout le monde s'y mette. Et il y a un rôle de co-éducation. Ça ne veut pas dire qu'on se substitue à l'enseignant. L'enseignant reste le chef de projet pédagogique pour l'élève. C'est lui qui sait, dont le métier, c'est la réussite de l'élève. Mais il peut mobiliser des savoirs. Donc ça, c'est effectivement, nous avons été évalués à plusieurs reprises pour montrer que c'était efficace. Pas simplement l'intervention des chercheurs qui est quand même assez marginale, mais elle est aussi importante pour que les élèves comprennent qu'être élève, c'est déjà rentrer pas simplement en contrat didactique avec son prof, mais c'est rentrer dans un contrat plus profond avec son monde des savoirs. Je n'y suis pas étranger. Mon métier d'élève, c'est d'apprendre, de critiquer, avoir l'esprit critique, de m'approprier, de mettre en relation, parce que je fais partie naturellement de ce monde et j'en connais les codes. Rendre explicite ces codes. Comme tu disais, Patrick, les familles d'enseignants pédagogisent l'ordinaire. Les autres familles, non seulement ne pédagogisent pas l'ordinaire, mais ignorent absolument quel est le statut d'un savoir. Pourquoi? Un savoir n'est pas une information, même si elle est véridique. Voilà. Merci beaucoup. Et ce qu'on sent aussi en filigrane, c'est que cette coéducation, elle a du sens que si elle est très très bien cadrée et construite. Parce que par exemple, ce que vous allez faire, c'est vraiment de mettre en place des dispositifs qui vont permettre à des élèves de participer à des projets scientifiques, c'est-à-dire vraiment de s'approprier la démarche scientifique, de savoir ce que c'est que la science faisant, ce qui est quelque chose de très très cadré et qui est quelque chose en même temps qui a un but plus que pédagogique, parce que ça permet aussi d'avoir un autre regard sur les résultats de la science, en comprenant vraiment que la science est un processus, une méthodologie, que ce n'est pas simplement un ensemble de résultats donnés qui vont être amenés à contester. Je me permets, comme nous approchons de la fin, de donner la parole à Monsieur Salle pour des considérations, pour une dernière intervention. Ensuite, j'essaierai de faire un petit résumé de ce qui a été dit. Et puis, je donnerai pour les 5 minutes restantes la parole à ceux qui veulent poser des questions. Donc, Monsieur Salle. Monsieur Salle. Nous l'avons perdu. Monsieur Salle.
Il n'est plus du tout dans le call. Ah, j'ai l'impression que Il est sorti du call. vous êtes sorti du call. Mais il y a une question pour Patrick, peut-être qu'on peut la prendre. Alors peut-être que dans ce cas, en attendant, sinon si Monsieur Salle revient. Il est revenu. Vous êtes revenu, alors, vous êtes je suis là. Oui. Donc vous avez 4 à 5 minutes, mais plutôt 4 pour une dernière considération. Voilà, je m'excuse parce que nous sommes confrontés à un problème de connectivité. Donc, c'est une réalité. Et vraiment, ça pose problème à tous les niveaux et ça impacte beaucoup, n'est-ce pas, la continuité pédagogique. Pour revenir à la dernière question sur la collaboration entre l'école et les parents, je pense que c'est une question qui se pose avec acuité au niveau de l'Afrique notamment, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a le fait que les parents ne sont pas outillés, ne sont pas alphabétisés, n'ont pas un niveau d'alphabétisation soutenu qui leur permet de suivre convenablement les élèves. À cela s'ajoutent les réalités socio-économiques, n'est-ce pas, de l'Afrique. Le parent, plutôt que de se soucier d'aller à l'école rencontrer les maîtres et autres directeurs d'école, et il a pour souci de gagner le pain pour nourrir sa famille. Autre réalité, ce sont les moyens. Les moyens posent problème. Les moyens matériels notamment. Vous allez dans une famille, ils n'ont pas souvent l'électricité. Et même s'ils ont l'électricité, ils n'ont pas accès à Internet. Et cet accès, s'il est là, il n'est pas très solide. Sans compter le fait qu'il y a des familles africaines, de manière générale, sont des familles qui sont d'une grande taille. Ce ne sont pas des familles de 2, 3 enfants. Vous allez dans une famille où vous pouvez facilement avoir 10 enfants. Même s'il y a un seul ordinateur, à qui va profiter cet ordinateur-là, n'est-ce pas? Et qui va-t-on privilégier, n'est-ce pas, pour assurer cette continuité pédagogique? Donc, un tas d'aspects, un tas de points qui vraiment freinent ou bien impactent négativement la collaboration entre les enseignants et les parents. Et certains parents qui sont nantis, mais qui n'ont pas ce temps, ont recours à des répétiteurs, c'est-à-dire des étudiants qui sont à un certain niveau et qui n'ont pas certains moyens et viennent encadrer les enfants dans certaines matières. Il faut dire que ces étudiants sont spécialistes d'une certaine matière, mathématiques par exemple, mais ils embrassent plusieurs matières dont ils ne sont pas spécialistes, au risque même de déformer l'enfant. Donc ça, c'est des réalités que nous vivons au quotidien. Donc ceci, vraiment pour dire que les autorités, les enseignants, les chefs d'établissement ont vraiment du pain sur la planche pour pouvoir impliquer, pour voir les moyens qu'ils peuvent mettre en place pour impliquer les parents. Mais j'avoue que c'est vraiment difficile. Et nous sommes preneurs de toute solution que nous pourrons adopter et adapter au contexte africain. Mais on ne désespère pas, on reste optimiste. On pense que voilà, petit à petit, on va arriver à impliquer les parents et que chemin faisant, voilà, la continuité pédagogique va s'en trouver vraiment avantageux. Donc, en guise de conclusion, pour ma part, je dirais simplement que le rôle essentiel, n'est-ce pas, dans cette continuité pédagogique est détenu par l'enseignant lui-même. L'enseignant qui n'est pas un pédagogue simplement, mais qui doit être un technopédagogue, parce qu'il faut qu'il intègre, n'est-ce pas, cette réalité relative aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais aussi, il faut qu'il fasse tout pour impliquer les parents afin que cette continuité pédagogique puisse, n'est-ce pas, avoir lieu. Maintenant, le problème, c'est comment impliquer ces parents avec tous les problèmes que je viens d'évoquer. Voilà. Donc, merci. En guise de conclusion, voilà ce que je voulais dire. Merci en beaucoup. Espérant que la réflexion va se continuer à se poursuivre. Merci beaucoup pour ce regard international, encore qui montre vraiment que la réalité n'est jamais maîtrisable, qu'on est toujours en ajustement, en recherche, que quoi qu'on fasse, cette collaboration ne sera jamais donnée. Elle sera toujours à construire, elle sera toujours provisoire, elle sera toujours refaite. Si je résume brièvement, je ne sais pas si on peut appeler ça les messages clés de cet échange, la crise est un révélateur, et en particulier, elle est un révélateur de tout ce qui se passe à bas bruit, du fait que sous des concepts et des réalités massives, il y a une multiplicité à la fois de possibilités, de distinctions, et donc il y a un grand
potentiel, mais qu'il s'agit maintenant de réaliser. Pour cela, et toute la question va être de savoir de quelle manière, à la fois politiquement et collectivement, on transforme ce bruissement de possibilités en quelque chose de réellement d'applicable, avec une question tout de même derrière que je pose plutôt pour la suite. On voit tout ce qu'on pourrait faire, ou tout ce qu'on ne devrait pas faire, mais tout ce qui se révèle. Toute la question, c'est aussi de savoir quelle école, qu'attendons-nous de l'école, quelle école voulons-nous, et à partir de là, comment, dans ce projet-là, utiliser, potentialiser tout ce qui a été révélé. Il y a vraiment toute la question de la finalité de l'éducation, et dans quelle est... C'est aussi en fonction de ces finalités-là qu'il y aura à utiliser, à mettre en pratique collectivement tout ce qui s'est révélé et ce qui se révélera encore dans cette crise. Ce qui veut dire que vraiment, oui, il va y avoir une évolution du rôle et des missions de l'enseignant. Elles ne sont pas encore bien définies et ça doit vraiment être un projet qui est à la fois un projet intellectuel, qui est une vraie réflexion sur le rôle de l'école dans la société à venir. Je me permets, il nous reste pour prendre 5 minutes de répercuter une question qui a été posée à chacun d'entre vous, sachant que les états généraux du numérique vont avoir lieu la semaine prochaine. Quelles seraient pour chacun d'entre vous là ou les 2 recommandations qui paraissent indispensables de retenir ou de mettre en place, en essayant vraiment d'être très concis étant donné le peu de temps qui nous reste? Alors, je vais peut-être commencer très rapidement en prévision des états généraux du numérique. Ce que je souhaiterais vraiment lors de cette journée, c'est qu'on arrête de parler du numérique et qu'on y ait une réflexion générale de toute la communauté éducative sur les objets numériques, les technologies numériques, les industries numériques, les pratiques numériques, et qu'on arrête de, en fait, ne pas nommer correctement induit des confusions de catégories intellectuelles, donc une incapacité à agir intelligemment. Voire des rejets, voire des crispations. Agir mal, c'est avoir des rejets. Voilà, donc ne pas catégoriser, c'est ne pas agir. D'accord. Monsieur Rayou? Oui, ben vous voyez, aujourd'hui, nous avons essayé de mettre à l'épreuve la notion de poussée et la notion de numérique, qui est quand même un peu caustique. Voilà. Moi, je vais le dire dans d'autres termes, mais je crois partager exactement l'idée d'Jean Sour. C'est que si on fait quelque chose sur le numérique en tant que tel, c'est un intérêt extrêmement relatif. Ça répond sans doute à un moment d'inquiétude de l'opinion, etc. Il y a une opportunité. Mais je crois que l'idée de remettre les questions éducatives un peu plus au centre des débats actuels, en se demandant en quoi les technologies numériques, mais comme d'autres, concourent à ces finalités éducatives, c'est le bon moment. Donc, je crois que la question des fins, elle est importante. Je déplore pour ma part que dans ce pays, mais c'est le problème de tous les partis politiques aujourd'hui, les questions éducatives sont passées vraiment, je dirais, en arrière-plan. Il y a eu des époques, me semble-t-il, peut-être que j'idéalise le passé, mais dans lesquelles on s'interrogeait davantage aux finalités de l'éducation, au moyen qu'il fallait faire au type d'hommes et de femmes qu'on voulait édifier, émanciper, etc. Et je crois que oui, en effet, il faut que cette discussion, elle ne soit pas technique, technologique, elle pose les questions des fins qui sont quand même des questions auxquelles on n'échappe jamais. Merci. Bon, Monsieur Sall, les états généraux du numérique, donc, qui sont vraiment la réflexion du ministère de l'Éducation nationale actuelle sur l'usage du numérique dans l'éducation. Si vous aviez, vous, de votre point de vue... Bon, évidemment, j'aurais souhaité qu'à l'issue de ces états généraux, les recommandations puissent être partagées avec toutes les autres parties du monde. Mais ce que je veux dire par rapport à ces états généraux, c'est qu'ils puissent amener les enseignants à savoir que les technologies de l'information et de la communication ne sont pas une fin en soi, mais ce sont juste des moyens, des béquilles sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour vraiment mener à bien leur enseignement-apprentissage, pour mener à bien leur mission. D'accord. Donc, tout cela est très convergent. Eh bien, merci à tous. Alors, nous allons clore ce webinaire en vous remerciant tous de vos contributions. Ce que je me permets d'ajouter, c'est dans le cadre actuel par un autre canal, dans le cadre actuel du nouveau confinement, il pourrait être aussi intéressant, alors là, nous n'avons plus le temps de le faire en direct, mais que chacun envoie 1 à 2 à 3 propositions qu'il jugerait
importante de faire connaître au niveau du ministère de l'Éducation nationale et des instances éducatives là maintenant, qui pourraient être des leçons du premier confinement, qui pourraient vraiment servir immédiatement pour répondre à un certain nombre de problèmes, parce que ce n'est pas vraiment une conclusion, mais c'est un constat. Le premier confinement, ça a été le distanciel total. Le second confinement, c'est le présentiel total, avec de nouvelles formes de nouvelles difficultés, un sentiment de la communauté éducative qui est plus que mitigé, de vraies interrogations sur la capacité à respecter la sécurité, en particulier dans tout ce qui va être cantine, etc. Donc peut-être que nous pouvons aussi essayer d'avoir un impact immédiat en faisant quelques propositions à partir de tous les retours d'expérience et de toutes les recherches que nous avons fait les uns les autres pour pouvoir l'adresser dès là, la semaine prochaine, aux États généraux du numérique au ministère. Donc voilà, c'est un appel. Je me permets de terminer ce webinaire sur cela, en remerciant encore tout le monde et en remerciant aussi ceux qui ont assisté à ça, malgré la circonstance exceptionnelle de ce jour. Et en espérant à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Merci beaucoup.